Dès lors, dans une hostilité universelle, donc je continue la manière dont Heidegger déploie le monde, pense le monde qu'il a sous les yeux. Dans une hostilité universelle où tous les antis qui croient s'opposer sont en réalité menés par la même logique exterminatrice, la destruction devient logiquement autodestruction. Il ne parle pas encore des juifs. C'est pour ça que c'est intéressant ce passage. L'absence d'ancrage sous ses formes les plus diverses et les plus contrastées aboutit, sans se reconnaître d'une pareille inessence, à l'hostilité et à la rage de destruction. Zerstörungssucht, la recherche de destruction, la rage de destruction, extrême, dit-il. Tout est déjà prêt dans ce raisonnement de Heidegger, qui correspond point par point à la situation de la nouvelle guerre mondiale qui gronde à l'horizon, puisque ça date de 38-39, à ce que le trou du puzzle pensif soit comblé par l'artificiel fragment judaïque que Heidegger fantasme sous l'influence des haut-parleurs nazis. Tout est prêt pour que les juifs arrivent, plaqués de force. Mais tout est prêt sans que rien ne soit juif encore. C'est pour ça que ça va être plaqué de force. Et il commence, il continue. Et ce qui est victorieux en cette lutte, Siegt pour dire victorieux, en cette lutte Kampf. Il emploie à dessein, entre guillemets, deux termes au relent fortement nazis. Il le sait, c'est pour ça qu'il les met entre guillemets. Ce qui est victorieux dans cette lutte, au cours de laquelle n'est simplement combattu que l'absence de but, et qui ne peut être par conséquent que la caricature de la lutte, c'est peut-être bien la plus vaste absence d'ancrage, ce qui est victorieux dans cette lutte, et ce qui est victorieux, il le dit avec des mots nazis, donc ce qui est le nazisme, c'est bien peut-être, ce qui est victorieux en tant que nazisme, c'est bien peut-être la plus vaste absence d'ancrage, celle qui n'est liée à rien et tire profit de tout, entre guillemets, le judaïsme. Vous voyez, il prend le mot juif, ça pour lui le mot juif, le puzzle, l'étiquette juive, complètement vide, un bocal vide, c'est ce qui est sans ancrage, ce qui n'est lié à rien et tire profit de tout, judaïsme, hop, il le met dans le trou qui lui reste. Pour tenter de comprendre le rôle du judaïsme dans la guerre qui gronde. Et dans la coessentialité entre le nazisme qui est en train de triompher quand même, on est en 38, 39, et les juifs qui commencent à être persécutés par les nazis. Et du coup, on peut désormais achever, maintenant qu'on voit comment ça se met en place dans la tête de Heidegger, la lecture du paragraphe 4 des Réflexions 8, c'est un passage essentiel pour comprendre le raisonnement ultérieur sur lequel on arrive lentement de Heidegger sur le passage sur le principe de destruction et l'auto-annihilation des Juifs. Ce passage où, avant-guerre, juste avant-guerre, se met en place, et bien avant que quiconque ne puisse imaginer la rage génocidaire, ceux qui voyaient, qui avaient des yeux pour le voir, et même Heidegger commence à le voir, les Juifs sont persécutés, alors il va le dire dans un paragraphe des Cahiers Noirs, la traque de peuples entiers, il ne dit pas les Juifs, il ne dit pas le mot juif, parce que ça ne correspond plus tellement à sa manière d'envisager les Juifs, mais tout le monde est en train de le voir, mais personne ne peut imaginer la rage génocidaire qui va s'abattre sur tous les Juifs d'Europe. Et bien pourtant, dans ce petit passage des Cahiers Noirs de 38 on a tous les éléments de sa future remarque, y compris l'élément de l'autodestruction. Il le dit, 38-39, la victoire du judaïsme, il vient de dire c'est le judaïsme, le principe de ce qui est la plus vaste absence d'ancrage, qui n'est lié à rien et tire profit de tout. Mais cette victoire, proprement dite, à savoir la victoire de l'histoire sur la vacance d'histoire, n'est obtenue que là où ce qui est sans ancrage s'exclut lui-même. Parce qu'il n'ose pas l'être, mais ne compte qu'avec l'étang, et pose ses computations comme le réel. C'est la citation que je faisais au tout début, pour vous expliquer qu'il associait, on ne comprend pas pourquoi, le judaïsme à l'étang. Et aussitôt après intervient le paragraphe sur le logique en tête. Donc vous voyez, c'est pas ce que je veux dire par là, ce que je vais commencer de vous faire comprendre maintenant, c'est que lorsqu'il va essayer de comprendre l'extermination des Juifs, il va utiliser des réflexes de pensée dans lesquels il y a quelque chose de très aigu et qui correspond très finement à des choses qui viennent de très loin de sa pensée, mais qui ne sont rien à voir avec les Juifs, avec le judaïsme et avec l'antisémitisme. Et il va le mêler à quelque chose qui le déboussole, à savoir les Juifs, et qui le déboussole parce qu'il n'a pas de boussole juive. Donc c'est pas exactement de l'antisémitisme, c'est pas non plus autre chose que de l'antisémitisme, évidemment. Il ne faut pas le dédouaner trop vite non plus, évidemment que c'est antisémite. Mais en même temps, c'est quelque chose où il essaye de penser quelque chose à vide, et ça tourne à vide. Et ça tourne à vide parce que, je viens de le montrer longuement, j'ai déjà montré longuement, les Juifs, c'est un bocal vide pour lui, c'est un mot vide.